Oui, donc merci pour ces propos. Et comme vous nous encouragez à un travail profond sur soi, pourriez-vous, pour les non-lecteurs actuels, parce qu'on vient d'arriver en conférence, nous en donner l'intention, les orientations ou du comment ou du pourquoi? Bon, le pourquoi, c'est pour apprendre, pour devenir meilleur, pour être une personne plus heureuse. Il y a une liaison en français. Vous voyez, je ne suis pas de langue maternelle française, je suis italien de langue maternelle. Plus heureux, plus heureux. Le comment, et ça c'est un gros travail, c'est parce que, comme disait Aristote, connais-toi toi-même, c'est ça? Ou Platon, ou Socrate. Ouais, les Grecs, quoi. Comment il disait ces génies d'avant, dont on n'arrive même pas à la semelle, sauf peut-être les Allemands, mais bon, ils ont mal fini. Le travail qu'on doit faire sur nous-mêmes nécessite d'abord d'enlever les couches d'illusions qu'on s'est mis et qu'on nous a mis dessus, sur nous, dans notre personnalité. Parce que vous savez, nos parents nous veulent du bien, et je suis un parent aussi, et inévitablement, d'abord, on projette nos désirs sur nos enfants, si on ne fait pas gaffe. Il faut faire très très attention dans l'éducation qu'on a aux enfants. Parfois, on est dans le dogme, on est dans la croyance, et on n'est pas dans la réalité, donc. Et par exemple, je donne un exemple personnel, parce que je ne connais que cela. Si j'étais sociologue, je pourrais vous donner plein d'autres exemples bidons, mais qui n'ont aucune valeur scientifique, parce que c'est une science molle, en fait, c'est pas une science du tout. Je viens de terminer un livre d'une sociologue sur la sexualité, elle interviewe que des lesbiennes et des homosexuels à Tel Aviv. Je connais bien Tel Aviv, mais ça va être difficile de tirer des moyennes globales et universelles sur ça. Mais bon, puis peu importe qu'ils soient homosexuels ou lesbiennes et à Tel Aviv, c'est pas la question. Ils auraient pu être lesbiennes et homosexuels à Riyad, sauf qu'elle aurait eu plus de problèmes. Vous voyez, je suis pas en train de partir en tangente de nouveau dans ma tête, j'ai plein d'histoires là. Donc, mes enfants, quand le premier est né, donc 2005, mon idée, c'était une éducation un peu à la prussienne, avec de la discipline, et éventuellement des châtiments corporels, parce que ça marche. Sauf que non, sauf que ça marche pas toujours, et que certainement dans sa personnalité, bizarrement, il y a un peu la même que la mienne, l'autorité, ça fonctionne pas très bien. En revanche, la réflexion, ça marche très très bien. Puis en discutant avec... je peux pas dire que c'est un ami, mais on a eu quelques discussions sur ce sujet et d'autres, avec Stéphane Molineux, qui est un philosophe canadien, contemporain donc maintenant, qui est vivant, et lui parle beaucoup de non-violence, d'éducation non-violente. C'est pas le seul à en parler, mais il a une approche que je trouve, qui me parle personnellement. Et donc j'ai commencé, et donc les enfants suivants, quoique la première, ma fille aînée, elle s'en est prise quelques-unes, hein, mais en fait, j'ai du jour au lendemain décidé d'arrêter. Parce que je ne veux pas projeter mes désirs, mes idées, qui en l'occurrence étaient fausses, notamment dans le contexte d'éducation, sur le gamin. Et en fait, j'arrive à en faire un gamin tout à fait discipliné, tout à fait rigoureux, tout à fait capable de se débrouiller tout seul, sans avoir eu besoin de lui mettre, à partir de ce moment-là, la moindre fessée, ni claque, ni et rien. Donc, et les suivants, la troisième et le quatrième, je crois qu'ils n'ont jamais eu ne serait-ce qu'une remontrance, même une engueulade. Alors parfois, on leur dit, ouais, je suis pas content. Mais c'est un exemple de ce qu'un parent peut mettre comme idée sur la tête. Et là, vous êtes tous en train de vous dire, ah ouais, mes parents, ils ont fait ça, complètement foireux avec moi, etc. Et vous êtes peut-être en train de faire ça, complètement foireux avec vos propres enfants. C'est comme ça. Après, il y a des trucs inévitables. Les limites, il faut les mettre. Puis ensuite, savoir les relâcher ou les déplacer en fonction de la personnalité, etc. Bref, c'est immensément vaste, vous imaginez. Et en plus, chaque personne étant un peu unique, comme les autres, eh bien, nous avons ce tuning, cette adaptation à mettre en place sans arrêt. Bref, nous dépolluer de ce qu'on nous a mis qui est néfaste, pour autant qu'on soit capable de savoir discerner entre ce qui est néfaste et ce qui est bon,
Et surtout, et c'est le pire, c'est nos propres illusions, nos propres croyances qu'on s'est mis sur nous-mêmes parce que ça nous arrange. Ça nous arrange de croire que si on fait ça, ce sera bien. Et que si on se fera ça, ce sera bien pour nous. Et que si on couche avec un tel ou une telle, ce sera bon pour nous. Et à la fin, on se rend compte que c'était beaucoup plus compliqué en réalité. Donc ce travail sur soi, ça demande énormément d'humilité. C'est donc de l'introspection. Et je peux vous dire, parce que on le fait, moi je le fais en tout cas, je le fais tout le temps, constamment, il y a des moments où ça fait pas du bien. Et donc, on n'a pas envie de le faire. Parce qu'on n'est déjà plus dans des sociétés où on a cette tolérance à la souffrance, ne serait-ce que la nôtre. Et encore moins pour celle qu'on se crée nous-mêmes, c'est ça que je voulais dire. C'est logique ce que je dis? Ok. Donc ce travail d'introspection, et ensuite je veux juste vous rappeler sur une base que j'ai oublié de vous donner, mais qui est pour rappel, je vais le faire tout de suite, c'est que la raison pour laquelle on parle de tout ça, puis après j'essaie de finir la réponse à la question, la raison pour laquelle on parle de tout ça, c'est que ça fait depuis 2005 que je me prépare à des temps difficiles, moi, ma famille, mes gosses, etc. Mais si le mental, il flanche parce qu'on ne se connaît pas, parce qu'on a des zones d'ombre qu'on n'a pas éclaircies, et qu'on ne se connaît pas très bien, et qu'on va faire des conneries quand ça va aller pas très bien, quand il y a des moments de stress, quand il y a des moments tendus, quand il y a des moments de confrontation ou de danger réel. Si vous ne connaissez pas comment vous fonctionnez, donc qui vous êtes, etc., mais vous avez pu vous préparer votre bunker, vos conneries, et des trucs bien, hein, parce que le bunker, c'est une connerie, à mon avis. Et tous les préparatifs que vous avez faits pour être bien, pour être autonome, pour avoir votre potager, vos poules, votre eau. Mais si vous flippez et vous perdez vos moyens, ça va pas servir beaucoup, je dirais pas rien, mais ça va pas bien se passer. Enfin, en tout cas, vous avez dépensé beaucoup d'énergie, et peut-être ça nous rappelle l'expression de nos anciens qui est de ne pas mettre la charrue devant les bœufs. Et donc, la méthode... Alors attention, je ne suis pas un thérapeute et je n'ai pas la prétention d'être exhaustif. C'est-à-dire qu'il y a probablement des milliers dans le monde, des milliers de thérapeutes qui suivent des centaines d'écoles de thérapie différentes qui peuvent apporter, selon qui vous êtes et selon votre contexte, quelque chose qui fonctionne ou pas, mais qui n'est pas forcément répertorié dans mon livre. Ce n'est pas un compendium, on dit en anglais. Ce n'est pas je ne liste pas toutes les thérapies possibles et imaginables. Donc je ne suis pas en train de faire concurrence à de la psychothérapie ou même de la psychiatrie. J'essaye simplement d'attirer l'attention sur l'importance de cette introspection, mais en avertissant que c'est dur, ça demande des années, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en 5 minutes, et qu'on est tous, tout le temps, y compris quand on le fait, y compris quand on croit avoir terminé, malgré tout, avec des couches et des couches et des couches d'illusions, de croyances, et on en remplace certaines par d'autres, et ainsi de suite, parce qu'on est un être comme ça. Et d'ailleurs, c'est génial d'un point de vue neurologique qu'on fonctionne sur des croyances, parce que si vous deviez tester tout le temps, et si vous ne croyez en rien, comment je fais à savoir que lorsque je mets le pied par terre, c'est dur? Au bout d'un moment, je le sais, je le crois, mais j'en sais rien, mais je le crois. Puis la physique me dit qu'en fait, c'est plein de vide en plus, donc c'est chiant. Sauf que je m'en fous, parce que j'ai accepté une fois pour toutes, quand j'avais à peu près 9 mois, ou 10 mois, que quand je marche, c'est solide, puis c'est tout. Et vous voyez, la croyance, elle est fondamentale, elle nous économise du temps de cerveau disponible, de la réflexion, de manière massive, tout le temps, constamment. Et donc parce qu'elle est importante et qu'elle est fondamentale, on l'acquiert, et elle est dure, elle est collante, elle reste en nous. Et donc, pour la changer, c'est un sacré gros boulot. Et on y arrive sur certains domaines, pas dans d'autres. Je suis en train de penser à la bouffe, mais c'est comme ça. Et on peut faire un domaine, et ensuite un autre, et ensuite un autre. Et ça, c'est la bonne technique, c'est qu'on peut pas changer du jour au lendemain. Il faut y aller par petits bouts. Et rester, on en parlera dans le tome 2, avec de l'humour, avec ne pas trop se prendre au sérieux, et d'avancer petit à petit. Est-ce que la réponse vous convient?
Comme Apparemment, oui. Marchais, c'est ma réponse. C'était pas ma question, mais c'est ma réponse. On vous a connu avec vos ouvrages sur le survivalisme. C'est comme ça que vous êtes fait connaître principalement, avec notamment Rue Barbare. Ma question pique un peu, mais j'en ai deux. La deuxième est plus soft. On vous a aussi connu sur une plage à Tel Aviv, à faire finalement l'éloge de cette démocratie au milieu hostile. Exactement. Compte tenu de la situation après le 7 octobre, si vous étiez sur la même plage, finalement, que diriez-vous à nouveau aujourd'hui? Ça, c'est pour la première question. La seconde question est plus politique. J'aimerais, vu que vous êtes citoyen suisse, que vous nous parliez finalement du fait que la Suisse ne soit plus un pays neutre aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Ok, deux questions très différentes, mais quelque part, il y a du lien. Dans ce livre, donc je prends la première. Dans ce livre, je mentionne à un moment l'éthique comme étant l'outil pour savoir faire la différence entre le bien et le mal, et qui permet de le faire sans être partisan en fonction de ses propres préférences. Par exemple, on va prendre un exemple. Si la Suisse devient une dictature et qu'elle part à la conquête du monde, c'est pas parce que je suis suisse que je suis d'accord avec ce qu'ils font. Mais forcément, il y a un petit côté où je me dis oui, mais je suis suisse, donc je dois défendre mon pays, donc ça veut dire que je dois suivre le dictateur président à vie suisse qui voudrait envahir le monde. Je prends un exemple un peu à l'absurde. Mais en fait, non, parce que dans mon éthique, je suis pour la non-agression, et donc, non, ça se fait pas d'aller. Je veux dire, les Allemands, ils nous ont rien fait, les Français, ils nous ont rien fait. Puis en plus, j'ai pas envie qu'on domine. Moi, j'ai pas envie de gérer la France, ou l'Allemagne, ou l'Autriche, parce que la Suisse les a conquis. C'est un exemple absurde, mais tu vois où je veux en venir, peut-être. Donc, tu dois gérer ta vie, déjà la tienne, et puis éventuellement avoir un avis sur les choses beaucoup plus grandes, et qui est de l'extérieur, à mon avis, sur une base éthique. Donc, sur le sujet le plus compliqué et le plus polémique du monde, sur lequel tu m'envoies, qui est donc Israël, la Palestine, depuis quand même presque un siècle, on peut dire. Alors, ma pensée, elle évolue toujours. Hein. Déjà, ce matin, je pensais pas... Elle évolue tout le temps, parce que je me remets en question. Maintenant, c'est un sujet qui est compliqué, on le sait, parce que, d'abord, je suis pas israélien, je suis pas juif, je suis pas palestinien, je suis pas musulman. Donc déjà, je vois ça vraiment d'un air différent. Cela dit, je peux avoir un avis. Et mon avis, donc effectivement, sur les plages de Tel Aviv, où il y avait des bombes nucléaires, c'est étonnant que les gens c'est très émotionnel. Pour ceux qui sont parti pris ou par solidarité, qu'ils soient pour Israël ou pour les Palestiniens dans cette histoire, je sais qu'il y a beaucoup d'émotions. Et souvent, je dis pas que c'est ce que vous avez fait, mais souvent, du tout même. Souvent, on vous met un peu, comment dire, une sorte de chantage en disant il faut prendre parti. Moi, ce que je souhaite, je l'avais dit à cette époque d'ailleurs dans cette vidéo-là, et je le redis aujourd'hui, ça pour le coup, j'ai pas changé, moi ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une paix. Et ce que j'avais dit, et ce que j'ai dit d'ailleurs l'année dernière, lorsque j'étais allé en Israël, parce que je voulais aussi montrer à mes enfants, avant la guerre qui était évidente qui allait arriver. Alors, je pensais pas qu'elle allait prendre la forme d'une révolte ou d'une prison. Je pensais que ça allait être plutôt avec l'Iran, etc. Eh bien, révolte certes meurtrière, mais révolte quand même. Et donc, j'avais dit, lorsque tu veux faire la paix, tu dois le faire quand tu es fort. Et il y a quelques années, j'avais fait une vidéo qui a été très mal comprise, et je me rends compte que peut-être mon humour était complètement nul à ce moment-là, sur ce coup-là. J'avais dit, tu peux protester tant que tu veux pour la Palestine, c'est pas en protestant que tu vas bouger d'1 centimètre un tank israélien. Mais les gens ont compris que c'était pro-israélien, mais en fait c'était plutôt pro-palestinien ce que je disais là. Mais après, c'est le niveau de QI, de qui comprend, et c'est moi qui étais probablement nul dans ma manière de m'exprimer. Sûrement, à 99%, c'était ça. Donc, sans vouloir noyer le poisson, parce que ça peut donner l'impression que je noie le poisson, et peut-être que c'est mon instinct qui le veut, je veux dire la chose suivante. Moi, je veux la paix, je connais les Israéliens, je connais moins les Palestiniens, parce que forcément, ils sont en prison, ou dans leur territoire, mais c'est Israël qui doit faire la paix. Les Palestiniens, c'est normal qu'ils se révoltent.
Et c'est normal qu'ils se révoltent, y compris de manière violente. On peut le regretter, parce que les morts d'innocents sont toujours regrettables. Et donc, quand on a une révolte d'une grande prison, et qu'en réponse à la révolte d'une grande prison, tu massacres, pour moi, c'est pas un génocide, mais tu massacres, on est à quoi, 40 000 morts? Bon. Et ben, qui c'est qui est en train de perdre, en fait, dans l'histoire? C'est Israël. Donc, ils sont très cons de faire ça. Donc, moi, je le dis, j'ai des affinités, j'ai travaillé en Israël, je connais bien le pays. Et d'ailleurs, 60% ou plus des Israéliens sont contre leur propre gouvernement et sont contre ce massacre. Parce que c'est contre-productif pour eux. Donc après, moi je dis, je suis très neutre sur cette histoire-là, et on va parler de la Suisse. Donc est-ce que c'est déjà plus clair comme positionnement? Ou est-ce que ça reste flou? C'est à partir de combien, génocide? Non, le génocide, c'est pas un nombre. C'est à partir de 6 millions et 1. Mais c'est une question, à mon avis, c'est une question d'intention. C'est pas une question de nombre. Mais maintenant, est-ce que c'est de la sémantique, ou est-ce qu'on veut que les mots aient un sens? Parce que quand les mots n'ont plus de sens, après on fait tout et n'importe quoi. Parce qu'à ce moment-là, tu donnes une gifle à ta fille, c'est un génocide. Tu vois, je veux dire, la dérive, elle est là. Il faut se méfier des chiffres. Parce que ce qui compte, c'est l'efficacité de ton éventuel combat politique. Enfin, c'est pas le mien. Après, moi, je souhaiterais la paix dans cette région. Parce que les rares Palestiniens que je connais, bon, je les ai connus à Dubaï, à Abu Dhabi, aux États-Unis. Il y en a un, je ne le connais pas lui, mais qui est président du Honduras. Il me semble, c'est comme les Libanais, c'est des gens plutôt intelligents. C'est plutôt des gens qui ont un potentiel national de peuple à développer. Et c'est très dommage. Donc moi, j'ai toujours dit, si on est attentif aux vidéos, et je comprends qu'on puisse être émotionnel et qu'ensuite on n'écoute que ce qu'on veut entendre, mais moi, j'ai toujours dit qu'il faut 2 États, il faut 2 pays indépendants, voire 3. Hein. Gaza, ça pourrait être la république monégasque de Gaza. Il y aurait un potentiel de faire un truc extraordinaire. Mais après, une fois qu'on a dit ça, et après qu'on ait discuté 3 heures, 14 heures, 20 ans, 50 ans, ça change quoi? Est-ce que ce que je pense, que tu penses, qu'on pense ici, change d'un côté le moindre centimètre carré de terre, la réalité, et ça c'est ce que les gens ne veulent pas entendre d'un côté ou de l'autre, c'est qu'en réalité, soit tu fais la paix en position de force et tu donnes plus que ce qu'il faudrait pour acquérir les conditions de paix durable, soit c'est par la violence que tu obtiens les trucs. Et le problème avec la deuxième option, c'est que tu sais toujours comment tu commences les guerres, mais tu sais pas où tu les finis. Et ça, c'est le défaut, je dois le dire, d'Israël, parce que ils ont un gouvernement qui prend souvent en otage sa population et qui lance des guerres très modestement et de très loin, à mon avis, contre-productives. Mais, encore une fois, je ne suis pas israélien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Maintenant, je peux comprendre que des gens imaginent que parce que j'y vais, je soutiens... Non, je soutiens personne. Voilà. Deuxième question, ou est-ce que... Ok. Deuxième question sur la Suisse. Là, ça me concerne un peu plus, et c'est très décevant, parce que c'est pas la seule raison, mais une des raisons de la prospérité de ce tout petit pays au milieu de l'Europe, c'est qu'il a su être neutre depuis 1800... Sonderbourg 1849. Et même avant, la dernière fois où on a eu une guerre, en réalité, c'était l'invasion française. Les Français nous ont envahis en 1798, je crois. Masséna a fait une bataille à Zurich très connue contre les Russes. Donc, comme quoi, on avait plein d'étrangers chez nous déjà à l'époque. Et c'était des Français et des Russes, donc tu vois, à Zurich. Et donc, cette prospérité, elle est possible parce que tout le monde sait que la Suisse ne prend pas parti, du moins pas officiellement, après en douce, il y a toujours des trucs qui se passent. On t'achète un truc, on te vend un truc. Bon. Mais c'est un immense avantage d'être un pays neutre. Ça amène énormément de plus. C'est pas la seule raison de la prospérité de la Suisse, mais c'est une des raisons principales. Et donc, lorsque, là, tout d'un coup, mais on le sentait venir depuis une quinzaine d'années que la Suisse est inféodée à l'OTAN et inféodée à l'Union européenne, en tout cas dans ses élites politiques. Après, je ne suis pas allé voir les comptes en banque de qui touche quoi au Panama, mais je me comprends. En tout cas, il y a ça. Et donc, le fait de ne plus être neutre est en train de détruire l'un des avantages. Alors, ce qui est en train de se passer en Suisse, et que je vois venir en France aussi, mais d'une autre manière, c'est qu'en fait, les gens qui habitent en Suisse et qui ont du pognon, qui ont beaucoup de pognon, et il y en a beaucoup. C'est un peu le nid, c'est un des nids mondiaux des gens qui ont du pognon, la Suisse.
et beaucoup de pognon. Ils sont en train de se dire, oh là, moi j'ai investi 30 millions dans une baraque, dans un chalet de 150 mètres carrés à Gstad, j'ai une maison, mon voisin c'est le roi d'Arabie Saoudite, mon autre voisin c'est le président, la fille du président du Kazakhstan, c'est vérifiable. C'est quoi cette histoire-là? Parce qu'un des avantages d'être neutre, c'est pas de criminalité. Par exemple, ici, tu peux avoir la mafia, je sais pas, des bouddhistes thaïs qui mitraillent la mafia des ménonistes uruguayens, je sais pas. Il peut y avoir des trucs comme ça. Mais en Suisse, les deux mafias sont représentées, mais elles se mitraillent pas. Parce que faut surtout pas commencer à faire chier les Suisses, on est tous armés. Et puis surtout, s'il n'y a pas un endroit où on peut dealer, il n'y a pas une terre neutre où on peut, c'est comme dans John Wick, l'hôtel qui est neutre, où on n'a pas le droit de se flinguer dans cet endroit, ben en Suisse, tu viens, il n'y a jamais d'attentat, il n'y a jamais de meurtre, il n'y a jamais de truc, il n'y a jamais de... Et c'est super utile parce que ça permet, alors on parlait d'Israël, tu vas voir des trucs rigolos, pendant toutes les années 80, c'est les services israéliens qui négociaient avec les Iraniens à Genève pour faire en sorte que l'aviation iranienne puisse fonctionner, parce que comme ça, elle luttait contre l'Irak, qui était un ennemi plus grave pour Israël que l'Irak. Donc tu vois, dans le monde des enculés des services secrets, la Suisse est super utile. Et là, ils ont depuis une quinzaine d'années une dérive pro-OTAN, ils achètent du matériel américain sans même réfléchir. Alors, il faut avoir des vendus pour être achetés, mais il faut aussi avoir des acheteurs. Et le problème, c'est que c'est donc les États-Unis, l'État profond américain, qui est en train de sacrifier une des plaques maîtresses de leur propre pouvoir, qui est le fait que la Suisse soit neutre. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de pognon, qui commencent à se dire en Suisse, et j'en connais pas mal, et ce phénomène commence en France aussi pour d'autres raisons, mais il commence en Suisse en disant « What the fuck nous, on a investi tout cet argent, on est ici, on a nos comptes en banque, on a nos machins, mais des milliards pour chacun d'entre eux. Et on est en train de saper la base de notre sécurité et de notre prospérité. » Et ils commencent à dire « Non, mais il va falloir qu'il y ait un contre-pouvoir qui se mette en place, parce qu'on ne peut pas compter sur les médias suisses, ils sont tous achetés, pareil, pour les mêmes raisons qu'ici. Et donc ça commence, il y a une révolte des riches qui est en train de se mettre en place, petit à petit, elle est feutrée, elle est dans la moquette épaisse, mais elle se fait. Parce que ils sont pas cons, hein, ils savent que c'est dangereux. Parce que si la Suisse dégage et fait partie de l'Union européenne et tout, d'abord ils vont être taxés à mort, et à mon avis c'est ça le projet, mais ils vont aller où ces gens? Parce qu'une fois que tu dois dégager de la Suisse parce que ça devient trop cher, trop d'impôts et plus de la sécurité qu'il y avait avant, tu vas où? Et moi, en tant que Suisse, parfois, je me pose la question, je me dis, mais quand je vois les conneries, la dérive, wokisme, machin, je vais où si ça plante? Alors, j'ai une base en Italie, quoi. Mais c'est pas la même chose. Alors après, il y a des endroits où on est physiquement bien, hein, Nice, la Côte d'Azur, enfin, c'est génial. Mais si vraiment je voulais protéger une fortune, moi j'ai pas beaucoup, mais je vois des gens qui ont des milliards, etc., ils ont une petite perle de sueur, là, en ce moment. Ils se disent, mais si je devais partir, parce qu'ils ont des maisons de vacances un peu partout, etc., mais c'est stressant pour eux. Donc ils commencent à dire, on va peut-être filer du fric aux politiciens qui vont dans notre sens, qui veulent revenir à du conservatisme, qui veulent revenir aux traditions. Donc on sent un shift, et c'est ça que je vois aussi en France, on sent des grandes fortunes qui commencent à donner de l'argent et à financer des trucs qui pour l'instant sont encore considérés alternatifs ou marginaux. Et là il faut être attentif, parce que c'est comme ça qu'en Allemagne, ils ont eu un moustachu au pouvoir. Hein. Faut pas croire, hein. C'était pas que le peuple, c'était aussi des financements qui sont arrivés jusqu'à New York et à Londres pour le financer, pour démarrer un truc qui empêche le communisme de prendre... Bon, alors c'est pas les mêmes conditions, etc. Mais bref, soyons attentifs à ce qui se passe. Je disais juste, vous voyez ça en France également, ce mouvement de oui. personnes très riches qui vont contribuer à... Oui. Donnez-nous des exemples, moi je vois pas trop là. En tant que Suisse, je donne jamais de nom, mais je donne jamais de nom de mes clients, mais il y a des grosses fortunes françaises, même des très 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 grosses fortunes françaises, qui commencent à se dire les conséquences des politiques que moi et ma famille avons subventionnées depuis 60 ans commencent à nous mordre les fesses. Parce que nos gamins peuvent plus sortir dans les rues, parce qu'ils sont pas que à Saint-Tropez et à Courchevel, hein, les gosses des très riches.
ils ont aussi le trajet entre les deux, ils ont aussi des sorties en ville, et il n'y a plus d'endroits protégés, c'est fini. Et alors, statistiquement, ils sont mieux lotis que Kevin dans un quartier... ça n'existe même plus, les quartiers ouvriers, il n'y a plus d'industrie. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ils se disent, oula, peut-être qu'on va devoir inverser sérieusement la chose. Alors, entre nous, c'est pas vers le grand parti d'opposition qui s'oriente, parce qu'ils ont compris qu'il n'est pas sérieux. Il propose rien de vraiment fantastique. Ils réfléchissent à des choses beaucoup, beaucoup plus radicales, hein, mais beaucoup plus radicales. En France, en tout cas. Mais après, je peux pas dire que c'est représentatif d'une masse, mais en tout cas, il y a du pognon. Donc, il y a du pognon qui est en train de se mobiliser pour des choses extrêmement radicales, parce qu'ils sentent que c'est la fin des haricots et que c'est chaud. Est-ce que c'est trop tard? Moi, je pense que c'est un peu tard. Mais voilà. On va prendre la prochaine question. Attendez le micro. Après, je sais pas si ça vous rassure, hein, ce que je dis là, mais c'est une info. Voilà, prenez ça comme une info. Et ce que vous dites là, est-ce que ça nous rassure, nous? Enfin, est-ce que c'est bon pour nous ou pas? Le fait que... Si t'es pas milliardaire, c'est jamais bon pour toi. C'est jamais bon. Donc, ça soit un parti ou l'autre qui... T'en fais pas, ils ont pas tes intérêts à cœur. Ils ont que les leurs. Mais après, ils peuvent être gentils en tant que personne. Hein. Moi, j'en connais plein. Il y en a plein, c'est des gens gentils. Il y en a même des très cultivés, des gens franchement sympathiques. Mais quand il faut mettre du pognon sur la table et quand il y a des intérêts en jeu, il faut pas déconner, hein, c'est eux. Et parce qu'ils sont aussi issus du même monde que nous. C'est un monde individualiste. Et à plus fort partie, quand vous avez beaucoup d'argent, vous n'avez pas d'amis. Vous pouvez jamais... Et pire que ça, parce que j'écris ce chapitre sur l'amour en ce moment, en fait, l'amour, c'est un truc de pauvre. Quand vous avez beaucoup d'argent, vous ne pouvez jamais savoir si on vous aime. Vous pouvez aimer, mais vous ne pouvez jamais savoir si on vous aime. Impossible. Et c'est impossible parce que on a enlevé les règles qui faisaient que, riches ou pauvres, vous étiez tous soumis à Dieu, par exemple. Que vous étiez tous soumis à une morale commune. Cette morale commune, elle n'existe pas. Parce que même le côté woke, moi j'en ai connu, alors c'est des gens que j'aime pas, mais des gens fortunés qui disent non, mais il faut financer le wokisme, les travelots, tout ça, parce que c'est bien. Je sais pas ce que j'ai le droit de dire en France ou pas comme terme, mais je dis ça avec beaucoup de respect et d'amour. Mais qui ensuite te disent ah non, moi, mes enfants, jamais, ils seront jamais pédés. Mais je dis, mais d'abord, t'en sais rien, mais enfin, je leur dis pas, je pense très fort dans ma tête, je dis d'abord, t'en sais rien de ce qu'ils vont faire tes gosses, et ensuite, si tu crées une société dans laquelle il va y avoir des comportements qui ensuite vont t'amener à avoir des risques, et qui ensuite vont amener peut-être tes gosses à tomber dedans, et prendre des décisions qui sont peut-être très dommageables pour eux. Je dis pas que si tu te sens femme, deviens femme. Moi, je suis bien une femme noire lesbienne. C'est connu. Mais en tout cas, c'est à ça que je m'identifie. Mais après, si tu prends des opérations et que ça rate et que tu finis avec les statistiques qui sont claires, c'est 40% de suicides chez les gens qui font des opérations de changement de sexe. Bon, c'est pas perdu pour le chirurgien, hein. Mais parce qu'il faut pas déconner, l'argent, il est pas perdu pour tout le monde. Mais en revanche, et là, il y a un problème d'éthique. C'est pour ça que la science, moi, elle a vachement baissé en estime chez moi depuis longtemps. Parce que c'est pas de la science, ça, c'est de la escroquerie. En revanche, bon après, on pourra me dire, il y a 60% qui se suicident pas. Ouais, pour l'instant, ou peut-être que les statistiques les comptent pas, etc. Bref. Mais si à la fin, c'est ton gosse de riche, de très riche, qui finit dans ce truc-là, et ça arrive, t'es fait couillonner aussi, parce que c'est ta génétique qui disparaît. Et donc, et là, l'instinct fondamental de l'être humain, c'est pas je vais mourir sur 1 milliard, sur 10 000 milliards de dollars, et puis je suis content. Non, ton instinct, c'est quand même que t'as des gosses et que des petits-enfants, et ainsi de suite. Parce que ça, c'est plus fort que tout. Enfin, à moins d'être fou, mais bon, il y a peut-être des fous, mais donc c'est dans ce sens-là où tout d'un coup, alors il y en a qui sont hypocrites, qui disent je finance un certain truc et je m'en fous des conséquences. Sauf les conséquences, elles arrivent. Merci. Alors j'allais te poser une autre question, mais je vous ai entendu parler de trucs très radicaux que préparent les milliardaires en France. Du coup, ça m'intéresse quand même. À quoi vous pensez ? Non, c'est des idées politiques. C'est
Ils n'en sont pas au niveau du parti, etc. Mais il y a des mouvements d'idées politiques. Parfois assez... Alors, il y a les trucs très innovants dont je peux parler parce que là, j'ai entendu, qui sont... ça va dans le transhumanisme, ça va dans des trucs... ça va très très loin dans le délire. Hein, mais, puis moi, je botte en tout, je me dis, bon, après tout, j'ai bien des plombages et des lunettes. Hein. Donc, après, s'ils veulent faire des... grand bien leur face, s'ils veulent se transformer, etc. Mais sur des trucs un peu plus sournois, c'est... Alors, après, il y a le retour vers des traditions... après, il y a des traditions catholiques, hein, par exemple, profondes. Ça j'en ai entendu. Des grandes fortunes qui disent, non, il faut qu'on revienne... Enfin, c'est juste pas l'Inquisition, mais pas loin. Je dis, ouais, ça peut être fun. Mais c'est peut-être pas ma tasse de thé, mais ça peut être rigolo d'essayer. Mais voilà, c'est des trucs plus... Il y a des choses innovantes et il y a des choses très traditionnelles. Après, c'est encore protéiforme. Parce que forcément, on le sait tous qu'une politique, ça s'organise. Et il faut de l'argent. L'argent commence à arriver. L'organisation, non. Mais c'est pour ça que je pense que c'est trop tard. Ils n'auront pas le temps. Ça va être le chaos. Mais ce qui sortira du chaos peut être intéressant. Mais là, l'argent n'existera plus. Enfin, oui. Donc c'est ça le paradoxe rigolo. Les cartes sont en train de se redistribuer. Vous ne savez pas que ces gens, ils se préparent. Okay, du coup, je vais poser pas bien toujours, mais il se prépare. Du coup, je vais poser mon autre question. J'étais assez curieux de vos plans avec votre coiffeur kosovar. J'ai aucun plan avec mon coiffeur kosovar. C'est lui qui a des plans. Moi, j'acquiesce. Au-delà de la blague, si on peut vraiment identifier les gens qui déclenchent les électrochocs, comment est-ce qu'on peut vraiment instaurer un rapport de force avec eux? Est-ce que c'est vraiment possible? Alors, c'est une question qui pourrait aller... Il y a quelque chose de très intéressant à creuser là-dedans. Oui, on s'éloigne. Hein, je suis pas un bon vendeur, finalement, mon livre. En gros, je réfléchis jusqu'où j'ai envie d'aller avec cette question-là. Premièrement, la guerre horizontale, c'est pas un projet nouveau inventé récemment en disant on va faire venir plein de gens d'autres pays avec des religions différentes. Comme ça, on a les conditions parfaites d'une guerre horizontale et pas une guerre verticale. Ils avaient déjà commencé pendant la guerre industrielle avec différentes tendances et des mouvements ouvrières dans les mines, dans les industries, en Angleterre, dans le nord de la France. En Allemagne, ils avaient géré ça différemment parce qu'en fait, l'Allemagne, c'est un grand pays démocratique, étonnamment. Mais en Angleterre et en France, on a beaucoup travaillé à diviser pour régner. Dans l'histoire de la lutte ouvrière, etc., il y a énormément de corruption, de travail, de choses comme ça. Donc, c'est pas nouveau. Mais vous savez, les êtres humains, c'est étonnant, mais ils ont quelque chose d'anthropologiquement fondamental et de commun à la plupart d'entre eux, c'est l'empathie. Lorsqu'on se fréquente et lorsqu'on discute, on trouve plutôt les points communs que les points divergents. Bien qu'on est dans une culture, et ça c'est un gros défaut, si vous me permettez, de la culture française, c'est une culture qui va chercher les points de divergence plutôt que les points de commun. Mais si on fait l'effort de chercher les points en commun, on se rend compte qu'on a beaucoup de points communs avec la plupart des êtres humains, parce qu'on est tous à 90% pareils. On a besoin de bouffer, on a besoin de... Et après, il y a les points de conflit, mais ça peut se gérer. Et parfois non, mais ça peut se gérer. Et donc, finalement, si on en était resté il y a 25 ans, où c'était une question de criminalité, ou juste une question éventuellement de croyance et de lieu de prière ou des conneries comme ça, là, il y avait des sujets de divergence et peu de sujets communs sur ces points-là. Mais aujourd'hui, quand on te dit, je suis désolé, tu couperas la vidéo de ce qui est illégal en France, mais aujourd'hui, quand on te dit, on va te foutre des travelots mais pas à 16 ans, 17 ans pour te dire, regarde, il y a des gens différents. Non, à l'école primaire, au jardin d'enfants, pour essayer de te starber la tête aux gamins dès son plus jeune âge, ben là, soit t'es fou, débile mental et tu laisses faire, mais là, à mon avis, ils ont largement franchi des lignes. Déjà avec le Covid sur ta liberté personnelle, sur le consentement de faire injecter des trucs expérimentaux dangereux, sur maintenant les trucs dans les écoles, là ça touche un truc, il n'y a pas de pognon, j'ai des trucs à perdre, etc. Je veux dire, moi tu violes un de mes gosses, enfin, mentalement ou physiquement, mais... Non, mais
t'as pas idée de ce que je suis capable de faire. Sauf que j'ai aucune raison de le faire, puisqu'on me fait pas chier. Donc je précise, je le fais pas. Mais il y a des trucs au-delà duquel il y a plus de limites, où j'ai des trucs à perdre, où j'ai peur. Enfin voilà, j'en parle dans le bouquin. Il y a un moment où il y a une furie, mais c'est pas une furie violente, c'est une furie organisée, structurée. C'est ça, combattre le mal. Combattre le mal, c'est pas je m'énerve ce matin. Il y avait ce film extraordinaire de 1991 ou 12 de Joel Schumacher qui s'appelait Falling Down. Je sais plus comment, La Chute. Je sais plus comment il s'appelait en anglais. C'est avec Michael Douglas. Ou Chute libre. Chute libre. Non, La Chute, c'est avec. C'était. C'est ça. Et ce film à revoir aujourd'hui, il est visionnaire. Ce film, il est extraordinaire. Bref, voilà, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas péter un câble à un moment, mais ça peut nous arriver. C'est pour ça qu'il faut travailler sur nos peurs, sur notre gestion du stress, etc. Parce que le côté je pète un câble et je pars en vrille, ça sert à rien. Ça sert à rien pour toi, ça sert à rien pour les autres, puis tu vas changer quoi? Non, c'est beaucoup. Bon. Bref, tu vois ce que je veux dire? J'essaie d'être provocant. Moi, je suis que amour, bisous, je ferai jamais ce que je viens de dire faire. Mais voilà, donc on a essayé de nous mettre les uns contre les autres, mais là on a dépassé les bornes anthropologiques. Là, je veux dire, je peux prendre un mec du Cameroun, un mec d'Algérie, un mec du Kazakhstan. Il y a que le mec du Marais qui sera pour. Et 3-4 bourgeois dégénérés par-ci par-là, mais l'immense majorité de la population, quand tu les mets devant le truc, sauf que évidemment, on a été dressés, on a été castrés, on n'ose pas trop, et c'est pour ça que l'idée du coiffeur, du barbier kosovar avec son bidon d'essence est intéressante. Structurellement. Après, il a pas d'enfant, lui. C'est un mec qui doit avoir 25 ans. Mais c'est rigolo, c'est rafraîchissant quand il parle avec un vieux comme moi. Donc, je dis, c'est bien, t'es un vrai mec, toi. Tu te laisses pas faire. Donc, bref, tu vois ce que je veux dire, s'il y a des choses qui changent. À la fin, faut respecter la loi, faut bien obéir. Bien sûr. Mais il arrive un moment où, justement, les rats sortent du laboratoire et pètent le laboratoire, au bout d'un moment. Parce qu'on n'est pas des rats et on va pas rester dans le laboratoire pour toujours. Parce que sinon, on est mort, ou on est esclave, ça sert à rien. C'est pour ça que, je suis assez... Je fais une petite parenthèse. On a le temps comme ça, je continue, je me lâche. Ça fait quelques mois que je suis les sites internet ou dans les réseaux sociaux, parce qu'il y a un moment, il faut se divertir, des suprémacistes africains. Et c'est super drôle parce qu'en fait, ils partent du principe que l'intelligence est corrélée avec la couleur de la peau. C'est marrant. Donc ils disent, plus tu as de mélanine, plus tu as la peau sombre, plus tu es intelligent. Ok, moi, j'ai pas constaté, mais après tout, c'est une théorie scientifique intéressante à prouver. Et tout ça, et donc ils disent, la preuve, les meilleurs du monde, c'était les Égyptiens, et ils étaient noirs. Bon, alors sur les 10 000 ans d'histoire de l'Égypte ancienne, il y a eu 60 ans où ils étaient occupés par des Nubiens. Ça, après, voilà, ils disent la preuve, ils ont coupé les nez, etc. Je dis, tu devrais un peu lire l'histoire égyptienne et les cultures égyptiennes. Peu importe, c'est pas ça qui est important. Ce qui est rigolo, c'est qu'en gros, ils créent une mythologie, une histoire extraordinaire qui dit, nous, les Africains, on est les mecs les plus intelligents, on a tout fait, on a inventé l'écriture, l'hygiène, le truc, et c'est les Blancs et les Arabes qui sont venus, et ils nous ont tout volé, et maintenant, il faut qu'on réapprenne, et parce qu'on est les meilleurs, on est les plus intelligents, on est les trucs, tout ça. Bon, à mon avis, ça marchera pas, ça, comme histoire de croyance et de culture, mais il y a toute une mouvance. À mon avis, c'est un projet de la CIA, hein, c'est sûr. Parce que c'est comme la Terre plate, c'est la CIA qui a inventé l'histoire de la Terre plate, etc. Et il y a des gens qui croient et qui suivent. C'est fait pour discréditer les théories alternatives qui expliquent certains événements, etc. Et pourquoi je vous parle des suprémacistes africains et je précise, hein, je suis pote avec Kémy Séba, lui, il ne croit pas à ces conneries. Lui, il veut développer l'Afrique en fonction de sa culture, de ses moyens, de ses compétences, ses qualifications, mais il n'est pas dans l'histoire, dans la mythification d'un truc débile. Parce que si tu dis mes ancêtres, ils ont fait putain de Rome, Milan, et les cathédrales et machin. Mais ça change quoi pour moi? Je n'ai même pas à en être fier, j'étais pas là. C'est pas moi qui ai fait la cathédrale, le dôme de Milan, c'est pas moi qui ai fait le Colisée à Rome. Je suis pas là, je suis né en 1971. Moi, j'ai juste subi les boomers. Ils m'ont fait chier depuis que je suis né, c'est mes parents.
Et j'essaye d'alerter sur le fait qu'on doit faire gaffe à ce qui arrive, etc. Mais j'ai aucune fierté dans mes ancêtres. J'en suis reconnaissant, je le remarque, mais ça m'avance à quoi d'être fier? Ça m'avance à me dire, oh, je me relaxe? Non. Donc c'est un gros danger de tomber là-dessus. Je suis pas sûr d'être encore focus sur ta question. Pas du tout. Ouais, j'étais sûr que j'allais partir en tangente. Bref, soit tu me refocalises, soit on passe à une autre question, parce que j'ai oublié le point de départ. Pour revenir sur ton livre, il y a une contradiction qui est assez intéressante, c'est que je te sens très enthousiaste, finalement, face aux temps assez sombres qui sont à venir. Donc, c'est une forme de contradiction. Et par rapport à ça, je me demande si ton secret, ce n'est pas justement toute la préparation que tu mènes, toutes les actions que tu as menées depuis toutes ces années, malgré ta conscience de la réalité et de comment les choses vont évoluer. Est-ce que c'est pas finalement l'ensemble de cette préparation qui te permet de garder de la joie, du plaisir, voire même de l'enthousiasme face aux temps à venir? Bon, tu as fait la question et la réponse, c'est bien. Donc ça, voilà. Mais j'ajouterais deux choses. L'enthousiasme, alors, il peut être une psychopathologie. Ça peut être dû à ça. J'espère pas. D'une part, il faut jamais oublier que j'ai une personnalité provocante et avec une forme d'humour noir qui est le mien. Qu'on apprécie ou pas, c'est une chose. Et donc, mon approche est de provoquer, d'une part parce que dans l'émotion que suscite la provocation, on retient mieux les informations et on s'intéresse plus à un sujet parce qu'on choque et qu'on n'est pas dans des temps où il faut y aller avec en brossant le poil, dans le sens du poil, les gens, il faut les choquer dans l'action. Du moins, je crois. Après, comme je l'écris dans tous mes livres, réfléchissez par vous-même. Faut que vous ne me croyez pas sur ce que je vous raconte sur les tendances du pétrole, de la dette, etc. Faites vos recherches, ayez votre propre conviction. L'autre aspect de l'enthousiasme, il est parce que, on en parlait tout à l'heure, quand j'étais gamin, on rêvait de la conquête spatiale, on rêvait finalement de la survie de l'humanité au-delà de notre petit caillou qui tourne autour du Soleil vers plus grand. Alors ça prendra des siècles. Et donc on avait des rêves, et on avait aussi des rêves dans ma génération de fraternité réelle entre les humains à travers le monde. Et ce rêve était frustré par ce grand conflit entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, et les quelques pays un peu non alignés, mais dont la France faisait quelque part partie, théoriquement, et donc qui était sur un piédestal pour beaucoup de gens. Et on disait, voilà, un jour, on va passer outre ces conflits, et on aura une réelle fraternité entre les peuples pour des objectifs qui ne seront plus la guerre et de se casser les couilles les uns les autres, mais d'aller vers plus de science, plus de découvertes, plus de technologie, plus voilà, même de la survie de l'humanité au-delà. Tant qu'on est sur notre petite planète, on n'est pas garanti de survivre en tant qu'espèce, pour peu que ça ait une importance. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on réfléchissait dans ma génération. Je sais pas si certaines personnes d'entre vous nées entre 1965 et 1980, ça résonne en vous ce que je dis là. Ouais, c'était un truc auquel on croyait. Et quand l'Union soviétique a dit bon, on arrête nos conneries, ça suffit, il n'y a plus personne qui bosse de toute façon. Et on s'est dit enfin, on va enlever le plus gros écueil qui est ce côté de conflit idéologique un peu nul. Bon, maintenant on a la liberté, donc Fukuyama, la fin comment on appelle ça, voilà, la fin de l'histoire, etc. Bon, maintenant on fonce sur d'autres choses. Alors au début on était un peu frustrés parce que dans les années 90, l'idée c'était bon, faut faire du pognon. On se disait ouais, bon, ok, faut faire du pognon, c'est agréable, mais on sent bien que c'est une voie sans issue. Mais on s'attendait à ce qu'on se reprenne. Et puis, 11 septembre, Afghanistan, Irak, machin, Covid, crise, machin. Puis en fait, on se dit, non, mais attends, là, on est parti pour des trucs futiles et complètement cons. Donc quand tu sens que le jeu est nul, et que tu vois venir le truc où ça va péter, et que tu vas remettre ordo ab chaos, au bout du moment, après le chaos, se remet en place de l'ordre. Et ben tu dis, l'ordre qui va se remettre en place, il peut pas être pire que ce qu'il y a maintenant. Moi, je peux imaginer un monde bien plus désagréable que celui qu'il y a maintenant, attention. Mais
mais parce que on est dans un monde où on souffre pas beaucoup physiquement. Il y a plein de trucs bien dans le monde aujourd'hui, mais je sens le délitement, les prix augmentent, mais tellement fort. On sent la descente qui se met en place. Donc il y a un côté enthousiasmant à se dire il va y avoir quelque chose de nouveau qui va sortir de ce bordel qui arrive. Et puis il y a un côté existentialiste. Gagner ta vie, faire du pognon, coucher avec des gonzesses, t'acheter des nouvelles bagnoles, c'est super chiant au bout d'un moment. Je veux dire, c'est pas galvanisant. En tout cas, pas si t'as un QI comme le mien. Je suis désolé, mais si t'as un QI de 80, peut-être ça suffit. Mais au-dessus de 130, tu rêves un peu plus dans la vie que... Je sais pas, alors comme c'est pas moi qui va faire des grandes choses, parce que j'ai appris par humilité, et puis j'ai pas les compétences pour changer le monde, moi, en tant qu'individu, je vais pas conquérir la Pologne... brûler Moscou, je vais faire des trucs cool quoi que faisaient certains de nos ancêtres, mais enfin des trucs qu'on a fait quoi. Je vais conquérir le Pérou, des machins. Il y a dû y avoir des périodes, des gens dingues, le mec Pizarre qui débarque, Cortés qui débarque au Mexique. Je veux dire, quelle vie incroyable. Ben nous non, en revanche on va vivre des trucs excitants. Donc c'est pas la fin de l'histoire, c'est un renouveau qui se met en place. Et donc l'histoire avec un grand H. Je suis désolé. Alors peut-être c'est une façon de mec de voir les choses, mesdames. Mais pour moi et mes enfants, je trouve que ça va être une vie extraordinaire. On va voir des choses extraordinaires. Et on va reconstruire des choses extraordinaires, j'espère. Donc, tu vois, j'ai plusieurs manières de répondre à cette question. Et j'espère que c'est pas de la psychopathologie de ma part. Mais en tout cas, quand bien même, je trouve que c'est assez rigolo. Je vais me permettre de prendre la prochaine question après une opinion... très personnel, mais tout à l'heure vous parliez du financement d'Adolf Hitler et je pense que vous faites référence aux travaux de Anthony Sutton. Personnellement, j'ai un avis très différent et je vous invite tous vivement à vous intéresser aux travaux de Henry Ashby Turner qui démystifie cette question du financement du Troisième Reich par la City. Au-delà de ça, je suis pas un spécialiste. Hein. Oui. Tu as peut-être raison, je sais pas. Non, oui, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup et voilà, en tout cas, ça a été démystifié et débunké par Henry Ashby Turner. Ma question, elle est beaucoup plus pratique. C'est par rapport à moi et d'autres en tant qu'activistes qui habitons en milieu urbain. C'est vrai qu'on n'a pas tellement envie de se couper du pays réel. On a envie de continuer à être des activistes, à être des militants, à faire la seule chose qu'on sait faire au final. Donc, essayer d'éveiller les gens et de s'engager. C'est vrai que le retour dans des BAD, etc. est très tentant aussi. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un juste milieu justement à trouver quelle est la position la plus sage selon vous aujourd'hui pour quelqu'un qui est engagé politiquement ? Alors, l'un n'exclut pas l'autre, parce que nous avons tous nos désirs, aussi notre capacité d'action. Elle varie en fonction de notre âge, de nos moyens. Et vous noterez que j'hésite, j'essaye d'éviter, parfois peut-être que ça dérape, mais j'essaye d'éviter de dire « faut qu'il y a qu'à » et « faut faire ceci, faut faire cela ». Je dis toujours « réfléchissez à ceci ». Pensez à cela, réfléchissez par vous-même surtout. Donc l'activisme politique, déjà, quand tu es jeune, c'est naturel, parce que tu y crois. Si c'était pas le cas, il y aurait personne à gauche, quoi. Et il y aurait personne qui... Cet enthousiasme, d'ailleurs, de temps en temps, il crée aussi des nouvelles idées intéressantes. Donc même la gauche, moi je suis pas pour l'interdire et la mettre dans des camps. D'ailleurs, je suis pour faire ça avec personne. Mais il y a des bonnes idées qui sortent de temps en temps, des jeunes. Moi, il m'est arrivé de discuter avec des antifas. Je ne dirais pas dans quelles conditions, les pauvres. Mais dans l'ensemble des conneries, il y avait 2-3 idées intéressantes. Et ouais, ça c'est bien. Et ça ne peut arriver que quand tu es jeune et idéaliste et un peu con, et parce que tu connais pas la vie. Et il faut ça. Parce que si avec des vieux grigous qui connaissent la vie et qui savent ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, ben personne ne ferait rien. Donc il faut des gens avec des illusions, avec de l'effort, de l'énergie à revendre, et c'est bien.
Donc il faut. Moi, j'ai une de mes filles, elle est passée par son stade Antifa. Hein. C'était pas lié avec la discussion. Mais bref, et mon ex-femme, elle avait un petit côté Antifa dans sa jeunesse. C'était marrant. Et c'est normal, c'est une grande famille bourgeoise de Genève. C'est normal que les enfants ils deviennent Antifa à un moment. Mais après, ils reviennent à leur boulot. Mais le truc, l'activisme politique peut se faire d'abord par la métapolitique qu'impose dont l'indépendance s'en déduit. J'ai absolument pas fait une phrase française, je vais la refaire. Le fait d'être indépendant et autonome implique, d'un point de vue métapolitique, beaucoup. Une indépendance personnelle qui te donne les moyens ensuite d'avoir moins à perdre si tu défends tes idées. Parce que tu es un peu plus autonome. Celui qui est employé de je sais pas, de la mairie, bah, ça va être difficile d'être radical dans sa pensée, dans sa politique, parce qu'il va devoir rester dans le politiquement correct. Forcément. Donc, parce qu'il est dépendant. Il est lié à ceux qui payent son salaire. C'est pour ça que beaucoup de scientifiques racontent des conneries de plus en plus, parce qu'ils font partie de centres de recherche étatiques ou privés qui imposent subtilement, voire pas subtilement du tout, la conclusion auquel les scientifiques doivent arriver. Donc on peut plus faire confiance. Et on le voit dans les études scientifiques qui sont à 3/4 fausses, irreproductibles et tout. C'est un de mes problèmes d'ailleurs dans ce bouquin, et dans le suivant encore pire, c'est d'aller chercher des études scientifiques qui sont correctes, qui sont justes, qui sont factuelles en tout cas. Très difficile. Donc l'activisme politique, au-delà de ce côté métapolitique dont je viens de faire allusion, il y a aussi un côté passionnel. Enfin, de toute façon, si tu as envie de le faire, tu le feras. C'est pas quelque chose que tu vas retenir en toi et il ressortira peut-être plus tard. Donc, pourquoi pas le faire par soi-même. Moi, je suis passé par cette phase. Moi, c'était plutôt dans l'écologie. Mais dès que j'ai vu qu'il ne s'intéressait pas vraiment aux écosystèmes et au système, au sens étymologique du mot système, c'est-à-dire au flux d'énergie, au flux de ressources qui rentrent et qui sortent d'un écosystème avec la prise en compte des animaux, de la flore et du chaos qu'il y a là-dedans, et que pour beaucoup, et c'est la dominance, c'est à la fois de l'idéologie très anti-humaine d'ailleurs, et finalement une prise de contrôle des mecs qui possédaient le Parti socialiste, les partis socialistes, et qui ont vu que ça perdait en pouvoir, et donc ils ont shifté leur contrôle sur des partis qui étaient en train de monter, et donc ils ont pris le contrôle de la mouvance écolo, mais c'est les mêmes. C'est la même. Au bout d'un moment, j'ai laissé tomber. Et puis j'ai donné 2-3 coups de main à des jeunes qui voulaient faire des trucs en Suisse, mais j'ai très bien vu que ça allait pas aller très loin parce que ils étaient biaisés sur des thèmes. Soit c'est Palestine libre, puis moi je dis ouais, mais en Suisse quoi. Ou soit c'était je sais pas, d'autres trucs. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? On a coutume de dire que les écologistes sont des pastèques, ils sont verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur. Ouais, il y avait de ça. Ouais. Et là, tu es jeune, mais dans les années 80, on avait eu le mouvement Greenpeace qui était anti-nucléaire. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était le KGB qui finançait et qui activait ce mouvement à l'époque. Parce que la réduction de l'énergie nucléaire en Europe signifiait... Alors à côté, ils étaient obligés de faire des trucs vrais, quoi. Non à la chasse contre les baleines, etc. Mais en fait, le cœur de cible pour l'Union soviétique, c'était de contrôler ce mouvement pour que on réduise le nombre de centrales nucléaires potentielles en Europe, parce que ça affaiblit nos économies, parce qu'en fait, du point de vue soviétique, l'énergie nucléaire, c'est génial. Et alors, il y a même des complotistes qui disent Tchernobyl s'est fait exprès pour foutre en l'air le système nucléaire et discréditer. J'y crois pas une seconde. Mais voilà, il y a clairement, il y avait un côté vrai dans la pastèque. Pierrot, j'ai une question pour toi qui est un peu toute trouvée par rapport à ce dont tu parlais professionnellement.
Est-ce que finalement, la gestion de nos peurs, une partie de la gestion de notre peur, ne viendrait pas de prendre conscience que notre confort et notre liberté sont deux chemins qui ne sont pas parallèles. On ne peut pas toujours associer les deux. Et dans quelque domaine que ce soit, professionnel, d'un point de vue de la santé, à un moment donné, ne pas passer son samedi à aller dans les centres commerciaux et faire son petit potager, c'est de la souffrance. On accepte cette souffrance-là, on est libre. On en profite pour éduquer nos enfants. Pareil pour recycler son eau, son lieu d'habitation, sa profession. Il y a certainement beaucoup d'amour dans le fait d'éduquer ses enfants, dans le fait de faire un potager, dans le fait de cuisiner sainement, ou même pas sainement, mais de cuisiner correctement pour des gens, pour qui on aime. Dans le travail bien fait, il y a beaucoup de choses que l'on fait sans attendre quoi que ce soit en retour et qui impliquent effectivement du sacrifice. Après, pour moi, le sacrifice, ce serait d'aller faire mes courses le samedi. Hein. Mais ce ne serait pas de l'amour. C'est vraiment ce qu'il faut, mais j'ai pas envie. C'est l'enfer. Je veux dire, la définition... En fait, le jour où tu meurs, tu vas en enfer, tu te rends compte que tu es Ikea le samedi. Toute la vie, pour toujours. On l'a tous fait, quoi. Donc c'est... Mon Dieu... C'est pas possible. Mais savoir déterminer ce qui nous fait du bien et ce qui nous rend heureux, parce que ce sont deux choses difficiles, enfin, qui sont pas similaires, implique un grand travail, parce que pour certains, c'est les objets, les choses. Puis au bout d'un moment, on se rend compte que c'est pas ça. Puis on se rend compte vivre d'une manière plus simple. Là, moi, je suis dans une phase, c'est aussi l'âge, hein, de simplification de ma vie. Réduire les trucs, réduire les objets, finalement aller au plus simple. J'en parlerai dans le tome 2, mais même, par exemple, pendant longtemps, j'étais à la limite de la paranoïa, je voulais pas que les gens sachent où j'habite, où est ma ferme, pour des raisons de sécurité évidentes, pour pas que les gens se pointent le jour où il y a un bordel. J'ai plus rien à foutre. Ça m'intéresse plus, ça. Enfin, je veux dire, je vais pas hurler, je vais pas donner mon adresse partout. Mais il y a des gens qui ont pigé où j'habite. Mais je m'en fous, qu'ils viennent prendre le café. Viens maintenant, prends le café maintenant, puis je verrai bien. Puis après, je te reconnais. Si t'es un con, quand tu reviens en temps de crise, je sais quoi faire. Mais ça me dérange plus. Je suis plus dans ce stress-là. J'ai passé le cap. Mes enfants commencent à être grands. Voilà, ils ont leur vie. Il y a un moment où on s'apaise sur des choses qui nous stressaient, qui nous faisaient peur à un moment de nos vies, puis on s'apaise. Puis il y a d'autres qui arrivent. Et alors, typiquement, c'est pas encore mon cas, mais avec l'âge, la fameuse peur de la mort, elle apparaît. Il y a aucun gamin de 14 à 25 ans qui a peur de la mort. Ils s'en foutent, ils pensent être immortels. Et c'est fait pour. C'est pour ça qu'on leur fait faire l'armée, hein, à cet âge-là. On va pas recruter des gens. On cherche des gens bien à 30 ans, 40 ans, puis il y a personne qui vient. On va prendre des gamins de 18 ans, parce que là, on va pouvoir les... Mais c'est fait exprès. Et donc, la liberté et les choses, et la prospérité, il y a parfois ça va en parallèle, et parfois ça va en opposition, et parfois c'est très très divergent. Chuck Palahniuk, dans l'excellent livre Fight Club, que vous avez tous vu en film, le dit bien, on finit par être possédé par les choses qu'on achète. Et c'est pas faux, et on le remarque tous. Si vous deviez quitter votre domicile, on en parlait sur Tchernobyl, que j'avais visité il y a quelques années, si tu dois quitter ta maison en 5 minutes, est-ce que tu es prêt? Qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu lâches? C'est un exercice intéressant à faire, de voir au triple qu'est-ce qu'on a envie de prendre. Est-ce qu'on veut prendre des trucs qui sont des souvenirs émotionnels? Est-ce qu'on veut prendre des choses utiles? Est-ce qu'on prend du cash? On prend sa carte de crédit? J'ai eu cette discussion, un exercice pratique récemment en faisant du consulting, où on faisait ce travail, on faisait, écris ce que tu prends. Et les gens, ils écrivent, puis après on dit, est-ce que tu arrives à prendre physiquement ça? Ah ouais, non, parce que ça c'est pas accessible, ça je l'ai pas, ça je l'ai au coffre à la banque, ça je l'ai... Et donc en fait on teste, et enfin je dis, mais est-ce que tu as vraiment besoin de tout ça? J'ai pas dit pourquoi tu dois quitter 5 minutes, peut-être que c'est un incendie. Peut-être que c'est... il y a un vrai danger, là, il y a une digue qui a pété, etc. Ou peut-être que c'est... t'en sais rien ce qui peut être, mais pourquoi tu prends ces choses? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Prends tes gosses déjà, c'est déjà pas mal. Les réponses à ce genre de questions sont en réalité impossibles parce que, d'abord, il y a une variance d'une personne à l'autre. Il n'y a pas de réponse simple. C'est pour ça que dans les grands livres de grande sagesse, comme Rumi, c'est un Perse, hein, c'est ça.
c'est souvent des métaphores et souvent des boutades. Ou même dans Ecclésiaste, dans la Torah ou dans plein de livres, comme ça, qui ont beaucoup de sagesse, c'est souvent de la métaphore, c'est souvent de l'humour, c'est souvent des choses qu'il faut relire plusieurs fois, sur plusieurs années, à distance de plusieurs années, etc. Par exemple, Ecclésiaste, justement, qui est dans la Bible, dans la fin de la Torah, c'est extraordinaire. L'autre, comment il s'appelle, le livre qu'il y a juste avant, c'est... Proverbe. Juste avant ou juste après? Bon, bref. Proverbe, génial. C'est de la sagesse. On sent une évolution parce qu'il y a l'influence du monde grec sur le monde hébraïque qui écrit ça à cette époque. Bref, c'est extraordinaire de voir ce mélange de sagesse qui a 3000 ans, 2500 ans. Et donc, on a énormément de choses à apprendre, on a des choses à réfléchir. Donc, c'est 960 pages, quoi. C'est encore, j'ai résumé, sur un deuxième volume qui arrive. Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est un... Tu vois, j'arrive pas à te donner une réponse claire, parce que ce serait génial de dire c'est quoi le secret de l'univers? 23. Pour ceux qui ont la référence. C'est bien 23 ou 42? Je me souviens jamais. Hein? C'est 42, c'est ça, pas 23. 23, c'est le code de là où j'étais ce matin à l'hôtel. C'est 2312A. Bref. Donc voilà, le secret de l'univers, c'est 42. Mais c'est rigolo comme manière de dire les choses. Parce qu'en fait, il y a pas, ça peut pas être simple. Mais si c'est compliqué, si c'est compliqué et alambiqué, c'est impossible à suivre. Donc, à chacun d'entre nous de réfléchir par soi-même et de trouver ce qui fonctionne. Et ça demande du travail. C'est pour ça, encore une fois, les religions, elles nous facilitent le travail parce qu'elles ont déjà mâché une grande partie des trucs. Après, comme je dis, il n'y en a aucune qui, à mon avis, il n'y en a aucune qui est parfaite. Il y a toujours ce petit pourcentage de... Tu sens que c'est quelqu'un qui a rajouté parce que ça lui faisait plaisir, parce qu'il avait envie, genre, ouais, tout ça c'est bien, grande sagesse, machin, va choper l'ennemi, met ses femmes en esclavage et prend ses trucs et... Ah, putain, ça je suis sûr que tu vois, s'il y avait un dieu, c'est pas le dieu qui rajoute, ça c'est toi. Ça c'est parce que ça t'intéresse, ça. Ouais, bon, c'est comme ça. Donc, le problème c'est qu'on te dit, tout est vrai. Ah merde, donc etc. Et ça, on ce problème. Et tous les textes, et toutes les sagesses, et toutes les philosophies, ils ont toujours ce petit bout en trop. Et probablement moi aussi, bien que j'ai pas la prétention d'être au niveau de cela. Mais voilà. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre attention. J'espère que vous êtes tolérant avec mon humour et ma provoque. Merci beaucoup. Merci.